Alors, Boker Tov, Chok l'Israël, Parashat Matot, dimanche, Mishnah, Shvi'it, 9e Pérec. Nous allons parler essentiellement des dates du Biour et des régions qui étaient délimitées en Israël par rapport à ces dates de Biour. Première Mishnah. Donc, on sait qu'il faut en général effectuer tout ce qui est Maasrot, Trumot, etc. Sur les produits qui viennent d'Eretz Israël. Normalement, quand on plante quand on a des plantes sauvages, comme la rue, donc c'est le pégame, l'asperge, qui pousse comme une herbe folle, ça s'appelle Yarbouzine Achotim, Chalaglogot, le pourpier, qu'on appellera dans un autre nom dans le Mishnah prochaine, la coriandre, le kousbara, le cresson, le carpas, et l'eruca, le garguer. Et ce sont des herbes qui n'ont pas une grande importance, qui poussent de manière sauvage, et en général, ils ne sont pas soumis à l'obligation du maaser. Et l'interdiction donc de faire du commerce avec ces produits de l'année, de la 7e année, donc ne s'y applique pas. Donc on pourrait les vendre, car en général, quand le propriétaire les garde, c'est pour lui, et il ne va pas les garder jalousement. Maintenant, Rabbi Yehuda autorise ce qu'on appelle les sfichim. Ce sont des pousses spontanées de moutarde, les sfichim, sfiché chardalim de moutarde. Pourquoi? Parce que il ne soupçonne pas que ceux qui veulent les vendre le font pour les vendre, parce qu'en réalité il n'y a pas une grande importance. Et pour Rabbi Shimon, tous les sfichim, donc toutes les pousses spontanées, tout ce qui pousse de manière spontanée dans la Shvit, sont permises, sauf le chou. Pourquoi? Parce que le chou, lui, est important, donc on va l'exclure. En général, les gens qui ont du chou vont le cultiver pour le vendre. Et maintenant, pour les chachamim, tous les sfichim sont interdits l'année sabbatique. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de personnes qui faisaient de la contrebande et qui les cultivaient malheureusement, et ils les vendaient indûment pendant la Shvit, et en prétendant qu'elles venaient des années précédentes. Donc comme il y a eu beaucoup de ramaïm, de gens qui ont fait des choses qui n'étaient pas saines, qui vendaient des sfichim, on a interdit tous les sfichim, toutes les pousses spontanées. Et donc c'est un décret des Rabbanan. Deuxième Mishnah. Donc il y a le biour. Le biour, c'est que on n'a pas le droit, on doit éliminer de notre propriété toutes les espèces, tout ce qui est chez nous, à partir du moment où cette espèce-là ne se trouve plus dans les champs. Et maintenant, on va délimiter Israël en 3 régions qui seront elles-mêmes découpées en 3 autres, donc 9 régions en tout. Et quand une espèce sera interdite dans une région, alors toute la région elle-même sera interdite. Donc les dates du biour vont dépendre de ces 3 régions. Donc il y a la Judée, le Galil et l'ouest du Jourdain. Donc maintenant, la Galilée comprend la Haute-Galilée, la Basse-Galilée et la vallée. La Haute-Galilée inclut toute la région au-dessus de Kfar Hanania, où il ne pousse pas des sycomores. La Basse-Galilée englobe tous les territoires au-dessous de Kfar Hanania, où l'on trouve des sycomores. Et la vallée correspond à la ville de Tibériade et à ses environs. Maintenant, on va passer à la Judée. La Judée se divise en 3 districts: le pays de montagne, la plaine et la vallée. Enfin, les 3 districts à l'ouest du Jourdain, du Yarden, sont la plaine de Lod, les monts au-dessus, et de Beth-Horon jusqu'à la mer. Concernant la date du biour, la plaine de Lod est comme celle du sud, et les monts au-dessus sont comme celui qui est appelé la montagne royale. La 3e partie, depuis Beth-Horon jusqu'à la mer, est considérée comme un seul district. Autrement dit, tant que les bêtes trouvent encore à manger
un produit de l'année de la Jvite à un endroit situé entre ces deux extrémités, il reste permis à la consommation dans toute la région. Donc c'est la délimitation d'Eretz Israël pour connaître les dates en fonction de chaque région où on doit faire le biour et pour chaque espèce. Troisième Mishnah. Alors maintenant, on va essayer de poser la question, pourquoi a-t-on divisé en 3 régions, puis elle-même en 3 pour Tanakama? C'est pour permettre de continuer à consommer des produits de l'année sabbatique à l'intérieur de chacune des 3 grandes régions, tant qu'il en reste pour les bêtes dans l'un des districts. Donc, par exemple, voilà les 3 grandes régions, hein, on va faire schématiquement. Si, par exemple, ici il en reste, alors toute cette région-là sera permis de... on pourra manger dans toute cette région, continuer à manger dans toute cette région à partir du moment où il en reste dans un des districts. Selon Rabbi Shimon, il n'y a que la Judée qui est divisée en 3, les autres n'étaient pas divisés en 3. Et dans les 2 autres grandes régions, la Galilée et le secteur proche du Jourdain, on peut commencer à manger un certain produit tant que la même espèce subsiste à la montagne royale, qui était très féconde et où les fruits sont les plus tardifs. Donc tant qu'il en restait là-bas, dans cette montagne où la terre était très bonne et les fruits restaient très longtemps, et ben on pouvait manger dans ces 2 régions. Maintenant, pour les olives et les dattes, l'ensemble d'Eretz Israël est considéré comme une seule région concernant la date du biour. Donc on peut en manger de manière très tardive, puisque à partir du moment où il y en a encore dans un district en Eretz Israël, on va pouvoir en manger dans tout Eretz Israël. 4e Mishnah. Donc Tanakama nous permet de manger chez soi des produits de la Jvite tant que les bêtes en trouvent dans le Hefker, à l'abandon ou dans les champs. Mais dès qu'il en reste seulement dans les propriétés privées. Donc s'il en reste uniquement dans les propriétés privées et il n'en reste plus dans les champs, alors on doit faire le bio. Rabbi aussi, lui, autorise, même si, donc à partir du moment où il en reste dans les maisons, il autorise aussi. Pour un autre sage, on peut manger des produits de l'année sabbatique s'il en reste dans la même espèce, dans les tfirin, des petites cruches en terre qui étaient où on introduisait dedans, dans les trous des murs, et qui servaient de nid aux oiseaux, ou sur des arbres à production biannuelle, qu'on appelle des doupras. En revanche, la consommation des raisins devient interdite, même s'il reste encore ceux qui mûrissent tardivement en automne, ce qu'on appelle les sidvaniotes, qui mûrissent tardivement jusqu'en automne. Rabbi Yehuda lui permet, si ces raisins ont commencé à mûrir avant la fin de l'été. Donc si ils ont mûri avant la fin de l'été, on pourrait les manger. Mishnah 5. Rabbi Eliezer. Alors, donc on va parler des mélanges de fruits de Jvite, et en fonction de leur biour, qu'est-ce qu'on doit faire quand il y a plusieurs espèces. Par exemple, quand on a mis en conserve dans un tonneau avec du sel ou du vinaigre 3 produits de l'année sabbatique. Ils deviennent tous interdits dès que l'un des 3 se trouve plus dans les champs. Donc dès qu'il y a la date du biour d'un des champs qui est tombé, et même si les autres sont plus tardifs, eh ben on doit détruire les 3. Et pour Rabbi Yehoshua, tous restent permis jusqu'à ce que les 3 aient disparu dans les champs. Alors donc le premier avis c'est 1. Il suffit que 1 ait passé sa date de biour pour interdire les 3. Lui dit non, il faut que les 3 soient interdits pour interdire le tout. Pour Rabban Gamiel, chacun devient interdit à sa propre part et on doit l'enlever du tonneau lorsqu'on n'en trouve plus dans les champs. C'est son avis qui a été retenu. Pour Rabbi Shimon, tous les légumes sont considérés comme une seule espèce par rapport à la loi du biour.
tant qu'une certaine variété de légumes reste dans les champs, tous les autres restent permises. Donc à partir du moment où tous les légumes sont une seule espèce et qu'il en reste une de ces variétés dans les champs, donc ça reste permis. C'est une opinion très méquille. Maintenant on va parler du pourprier, qu'on avait appelé Chalaglagot dans la première Mishnah, et ici qu'on a appelé Regila, parce que sa forme rappelle celle d'un pied, Regel, d'un poulet. Jusqu'à ce qu'une variété de cette plante appelée cigariote ait disparu de la vallée de Beth Netoufa, où elle subsiste longtemps grâce à la terre très humide dans cette région. Donc on peut manger ce pourprier jusqu'à qu'il reste de la cigariote à Beth Netoufa, donc c'était en proche Galilée, alors on pourra en manger. S'il n'y en a plus là-bas, c'est fini, on ne peut plus en manger. 6e Mishnah. Celui qui cueille des herbes fraîches a le droit de les manger jusqu'à l'épuisement par la sécheresse du sucre de la terre qui leur donne un goût sucré. Et dès que ça commence à devenir sec, il faudra procéder au briour car les herbes qui restent ne peuvent plus servir de nourriture pour les animaux. Celui qui ramasse des herbes sèches peut en manger la 8e année jusqu'aux secondes pluies, Revia. C'est les secondes pluies d'automne, c'est-à-dire jusqu'au 23 Cheshvan, dans une année ordinaire. Les feuilles de jonc et les pampres de vigne, les branches avec les feuilles et les grappes des raisins, sont permis à la consommation jusqu'au moment où ils tombent de la souche. Donc jusqu'à qu'ils tombent de la souche, c'est permis. Celui qui les cueille, alors qu'ils sont déjà desséchés, peut en manger jusqu'aux secondes pluies, je Revia. Rabbi Akiva, lui, nous fixe cette limite, même pour les herbes humides. Donc c'est la Revia, les deuxièmes pluies, les secondes pluies qui sont en automne, qui fixent la limite du biour pour ces espèces. 7e Mishnah. Donc cette date limite se retrouve dans d'autres domaines de la halakha. Par exemple, si une personne loue une maison et qui s'interdit par exemple de tirer profit d'une personne en disant que la location ou l'interdiction dureront jusqu'aux pluies. Quand il dit les pluies, stam, sans préciser quoi, ça fait référence donc aux secondes pluies, au Revia. Donc quand on parle jusqu'à la saison des pluies, on parle forcément de Revia. Donc la saison des pluies, la Revia qu'on avait dit, c'est à partir du 23 Cheshvan. Chaque année, jusqu'à quel moment les pauvres ont-ils le droit d'entrer dans les jardins privés pour prendre la part laissée par le propriétaire à l'intention, donc la PA, la Shikha et le Leket, donc les gerbes oubliées, ou celles qui sont tombées de ça et là dans le champ, donc la Leket, jusqu'aux secondes pluies d'automne. Toujours, c'est la limite des secondes pluies, donc le 23 Cheshvan. Ils ne doivent pas venir plus tard, car leur piétinement sera préjudiciable à la terre. Donc les pauvres n'ont plus le droit de rentrer dans les champs après le 23 Cheshvan pour la PA, la Shikha et les quêtes, parce que quand ils vont piétiner le champ, eh ben, ils vont abîmer les pousses qui vont pousser ou les graines qui ont été semées pendant cette période, et c'est préjudiciable. Tant que la paille et le fourrage de l'année sabbatique peuvent servir de nourriture aux animaux, il est interdit de s'en servir comme combustible. À partir de quelle date cette utilisation devient permise? Après les secondes pluies, donc toujours les secondes pluies, à ce stade, ils pourrissent et ne sont plus bons pour les animaux. 8e Mishnah. Celui qui possède encore des produits de l'année sabbatique au moment du biour a le droit de mettre de côté de quoi préparer 3 repas pour les gens de sa maison, ses voisins et ses proches par an. Donc on a le droit de garder 3 repas pour toute sa famille. Et il doit procéder au biour de tout le reste en dehors de ces 3 repas qu'il a mis de côté. C'est-à-dire que selon la halakha, il faut mettre les produits à l'extérieur de la maison et inviter qui veut à venir les prendre, c'est-à-dire les rendre hefker. Donc après ce rituel, Rabbi Yehuda affirme que les produits sont permis seulement aux pauvres, y compris aux propriétaires, s'il est dans le besoin. Par contre, Rabbi aussi, même les riches y ont le droit, puisque c'est hefker et tout le monde a le droit de venir se servir. 9e Mishnah. Celui qui a reçu en cadeau ou en héritage les produits de l'année sabbatique de la Jvite est obligé, d'après Rizer, d'en donner à manger à d'autres, bien qu'il les ait ramassés avant le moment du biour. Alors pourquoi il est obligé d'en donner aux autres?
parce que suivant Beth Shammai, la consommation des produits de Shvit ne doit pas occasionner une dette de gratitude. Parce que quand on lui a donné, il a une gratitude, alors donc il va être obligé d'en donner aux autres pour ne pas avoir cette gratitude. Par contre, les autres sages dirent à Rabbi Eliezer, d'après nous, il a le droit de manger tout seul. Mais selon toi, qui interdit une consommation entraînant une dette de gratitude, tu fais en sorte qu'un pécheur soit récompensé en lui permettant de manger ses produits en compagnie d'autres personnes. Suivant cette ligne de pensée, on devra l'obliger à vendre ses produits à ceux qui le mangent pour qu'ils n'éprouvent pas, ni lui ni eux, le moindre sentiment de gratitude, puis distribuer à tout venant l'argent reçu en échange. Donc la Torah aussi ordonne de consommer les produits de la Jvite. On aurait pu penser que, sachant que la challah, quand on préserve la challah, on va la brûler ensuite, et si elle devient impure, alors on aurait pu croire que les produits de Jvite sont dispensés de challah. Et ben non, il faudra faire aussi le prélèvement de la challah. Et c'est pourquoi il est précisé ici que le prélèvement est requis même pendant l'année sabbatique, et que celui qui consomme une pâte avant d'avoir rempli cette obligation est passible, comme d'habitude, de la mort par les voies du ciel, mita min hashamayim.